Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Politique, votre émission du week-end. La coopération sino-arabe à l'honneur ou quand le géant asiatique tourne son regard vers le monde arabe, que faut-il en attendre et que doit-on en espérer? Le sommet sino-arabe s'ouvre demain à Riyad, le premier du genre et déjà des inédits. Le président Xi Jinping est reçu par le prince héritier de l'Arabie saoudite. Ce rapprochement entre la Chine et le monde arabe est-il annonciateur d'une nouvelle ère qui commence? Serait-ce un nouveau moteur lancé pour une coopération prometteuse entre les deux blocs? Comment expliquer cet intérêt soudain de la Chine pour le monde arabe? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un intérêt soudain et non le fruit d'un travail de longue haleine? Un sommet donc et des attentes et une série de questions que nous tenterons d'expliquer avec nos invités ce soir. Le débat est lancé. Nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Gamal Abina par Skype depuis Paris. Il est expert en questions internationales. M. Gamal, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour cette invitation. Plaisir partagé. Merci. Et nous recevons également M. Hassan Qassimi, spécialiste des questions de géopolitique et de sécurité. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Qassimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et merci, M. Qassimi. Nous sommes là à votre disposition. En tous les cas, on va essayer, l'espace de quelques minutes, d'enrichir un petit peu le débat et de comprendre ce qui se passe aujourd'hui par ce rapprochement sino-arabe. Ma première question s'adresse à vous, M. Gamal Abina. Commençons par l'importance de ce sommet. C'est la première fois que le président chinois se rend à Riyad depuis la pandémie. Il n'est pas ou pas pratiquement sorti, une fois pratiquement au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Aujourd'hui, il atterrit en Arabie saoudite pour une visite de 3 jours où se tiendra également tout le premier sommet sino-arabe. À quoi faut-il s'attendre? Sommes-nous face à une ère ou de grands bouleversements qui commencent, M. Gamal Abina? Tout à fait, l'arrivée de Xi Jinping pour la première fois, ça fait très longtemps qu'il n'est pas sorti de Chine à la suite de la pandémie, qui l'a beaucoup d'ailleurs inquiété à l'époque, dans la péninsule arabique n'est pas une surprise. C'était attendu, les cartes sont en train d'être rebattues par rapport à la relation américaine. On sait qu'elle est très difficile entre l'Arabie et les États-Unis, mais surtout, on se rend bien compte qu'à la suite d'une décision stratégique prise par l'Arabie concernant les sanctions contre la Russie, et ils n'ont pas obtempéré pour la première fois de leur histoire par rapport aux États-Unis, puisqu'ils ont refusé d'augmenter leur production de pétrole pour faire en sorte de compenser le manque de pétrole sur le marché européen, tout simplement, eh bien l'Arabie a décidé de faire des choix qui sont diamétralement opposés à ce que traditionnellement ce pays a toujours fait vis-à-vis des États-Unis, à savoir une alliance stratégique qui répondait à des besoins économiques et militaires. Oui, très bien. Monsieur Qassimi, est-ce que vous pensez que ce rapprochement sino-arabe est porteur de sens en cette période, surtout de grandes divisions sur fond de crise ukrainienne? Que veut la Chine des pays du Golfe et en particulier de Riyad? Vous savez que le monde est en train d'évoluer pratiquement dans un schéma tout à fait imprévu et dans lequel nous avons des instabilités qui sont douloureuses, des instabilités qui sont provocatrice de dommages collatéraux très importants sur le plan mondial. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe et qui se déroule et ce qui va se dérouler durant l'année 2023. Donc la guerre d'Ukraine a fait bouger les lignes et surtout elle est en train de faire bouger des lignes sur le plan géostratégique. Oui. L'arrivée de la Chine au Moyen-Orient n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Et là, en termes sur le plan économique, vous devez savoir que la Chine pratiquement au niveau de l'Arabie saoudite investit l'équivalent de 20% des investissements qui sont investis dans le monde arabe. Oui. Donc le commerce avec les pays du Golfe, c'est l'équivalent de 70 milliards de dollars. Et tout cela est un indicateur très fort dans lequel on pourrait peut-être faire quelques observations très très importantes. D'abord, la Chine prend du poids au Moyen-Orient, mais elle n'est pas sur le point de déloger l'Amérique au niveau de toute cette région, pour la simple raison que l'Amérique est fortement implantée au Moyen-Orient. Elle dispose de relais, elle dispose de mécanismes très très importants qui permettent encore, pour l'avenir immédiat, de garder encore beaucoup d'influence au Moyen-Orient. Donc, mais ce que nous devons dire comme bémol,
c'est que la Chine est en train d'entrer doucement, est en train de peser de tout son poids, et il y a des projets faramineux qui sont en train de se réaliser au niveau des pays du Golfe. D'abord, vous devez savoir que les pays du Golfe se sont inscrits dans la démarche chinoise de la route de la soie. Ils se sont inscrits aussi, ils ont adhéré à la Banque du Sud-Est asiatique chinoise qui doit faire, comme cela est prévu dans les objectifs chinois, de faire contrepoids à la Banque mondiale et au FMI. Et là, vous voyez et vous constatez que la Chine est en train de peser de tout son poids. Mais là, à côté de cela, il faudrait parler aussi de la position et de la réaction américaine. Les Américains observent de très près ce qui se passe, ce qui se déroule. D'abord, l'arrivée de Xi Jinping, le président chinois, en Arabie Saoudite, doit permettre au président chinois de tenir en réalité 3 sommets. Une réunion bilatérale avec le président, avec le MBS, le prince héritier, Ben Salman. Un deuxième sommet qui se tiendra avec les pays du Golfe et un troisième sommet qui se tiendra avec les pays arabes. Donc les objectifs sont très importants. La stratégie chinoise est importante. Elle est vraiment très lourde, avec beaucoup de moyens qui sont mobilisés. Et là, les Américains surveillent toutes ces évolutions et ce redéploiement chinois au niveau des plates-bandes américaines. Et on a entendu dernièrement le porte-parole du Conseil national de sécurité américain dire que les Chinois ne sont pas actuellement en mesure de remettre en cause l'omnipotence et la suprématie américaine au Moyen-Orient. Donc c'est une déclaration sous des formes diplomatiques, mais qui a des relents d'avertissement pour la simple raison que les Américains disposent encore de mécanismes très forts au Moyen-Orient, devant permettre aussi d'imposer leur point de vue. Vous devez savoir que rien ne peut se faire au Moyen-Orient sans l'aval et sans l'accord des Américains, même si nous assistons dernièrement à un léger glissement des pays du Golfe vers la Chine et vers la Russie. Là, que se passe-t-il ? Ce qu'on pourrait dire à ce sujet, c'est que les pays du Golfe sont parfaitement conscients qu'il y a le feu dans la demeure et qu'il y a nécessité absolue de diversifier leur économie pour desserrer un peu l'étau américain. Oui. Et là, vous voyez, nous sommes dans un bras de fer sino-américain et sur toile de fond des luttes implacables géostratégiques de redéfinition des zones d'influence. Oui. Alors très bien, Monsieur Qassimi. Je reviens vers vous, Monsieur Gamal Abina. Alors l'organisation d'un sommet comme celui-ci, sino-arabe, n'est-elle pas aussi un message subtil adressé aux Américains, même si, comme le disait donc Qassimi, les États-Unis sont loin d'être détrônés, en tous les cas, pas de sitôt. Alors la Russie dans tout ça également. Alors déjà oui, effectivement, je serais pas aussi péremptoire en disant que les Américains ne seront pas détrônés. Le recul américain s'explique par 2 approches. D'abord, les relations extrêmement difficiles entre Ben Salman et évidemment Biden, qui avait annoncé avant même qu'il soit président qu'il serait en rupture avec cet homme, considérant que c'est un criminel à la suite de l'affaire Khashoggi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le monde a basculé, on l'a bien compris, avec le 24 février, avec cette rupture avec la Russie, qui a donné le là et qui a poussé les gens quasiment à se positionner avec nous ou contre nous. Donc la Chine a clairement pris fait et cause pour les Russes, même si au départ il y a leur douceur. On voit bien que l'Arabie a refusé l'augmentation de la production de pétrole, donc a pris quasiment fait et cause pour, non pas contre la Russie, mais au moins dans une neutralité qui lui est favorable. Et puis surtout, il ne faut jamais oublier les rapports de force, ils sont importants. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis le pacte Quincy de Roosevelt, qui avait été signé à l'époque avec l'ancien roi d'Arabie, se croyaient chez eux garants de la sécurité du territoire. C'était l'accord qui avait été mis en place en contrepartie de la provision de pétrole. Aujourd'hui, les États-Unis sont un grand producteur de pétrole et de gaz. Donc l'importance géostratégique des énergies pétrolifères ne leur pose moins de problèmes pour 2 raisons. La première, parce que d'abord, ils sont autosuffisants et ils sont même exportateurs grâce aux découvertes de pétrole et de gaz de schiste, mais surtout parce qu'un pétrole cher en Arabie, ça les arrange quelque part, malgré tout, même si ça les embête par rapport à la Russie. Il n'en demeure pas moins que l'augmentation et le surenchérissement du pétrole et du gaz est pour les États-Unis une véritable aubaine en termes économiques. Donc, il y a cet aspect. L'autre approche, c'est la rupture du monde d'un bloc de l'Est reconstitué, Chine,
Russie, l'Iran qui se rapproche de ces deux grands ennemis qui étaient évidemment la Turquie, on l'a vu, mais surtout la Russie. C'était pas forcément des amis. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec cette fameuse rencontre qui s'était tenue en Iran, et surtout de se dire que l'Arabie choisit de façon très opportune, puisqu'elle se sait mal aimée par les États-Unis depuis l'affaire Khashoggi, mais même encore avant, à part Trump qui a donné une relation un peu plus apaisée, on sent bien qu'il y a une relation distendue entre les dirigeants saoudiens et ceux des États-Unis. Et donc, ils se disent à tout prendre, allons voir le plus grand exportateur industriel du monde, qui est la Chine, qui investit massivement, c'est vrai de le rappeler, et surtout, nous, la première réserve de pétrole au monde, on se sait essentielle pour les besoins de l'Asie et non plus des États-Unis, et donc on a tout intérêt à travailler avec le monde asiatique plutôt que le monde états-unien qui est très loin de nous et qui finalement a très souvent montré qu'il n'était pas forcément très favorable à nos causes, quelles qu'elles soient, au demeurant. On le voit sur les questions territoriales, sur les questions idéologiques, il y a beaucoup de ruptures entre les États-Unis et l'Arabie. Donc l'Arabie a choisi opportunément aujourd'hui de faire une alliance stratégique avec le bloc asiatique, le bloc oriental européen, je parle de la Russie, et donc la Chine, l'Arabie considère aujourd'hui qu'elle a le choix des partenaires, ce qui n'était pas le cas il y a encore une décennie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est sur une vague ascendante et qui profite de cette vague pour prendre le bateau littéralement en direction de l'Est. Oui, très bien. Monsieur Qassimi, vous qui n'êtes pas très adepte de cette théorie, du fait qu'aujourd'hui, peut-être, c'est un message adressé aux Américains pour leur dire que finalement, on peut diversifier les partenaires. Je parle de l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est pas une nouvelle politique qui serait nécessaire justement pour les États-Unis pour qu'ils puissent reconstruire une influence que Biden n'a pas pu faire, qui est visiblement en perte de vitesse aujourd'hui, les États-Unis, par rapport à cette ascension fulgurante de la Chine et de son hégémonie plus ou moins dans le monde arabe? Vous savez que les évolutions qui se déroulent actuellement un peu partout dans le monde et sur tous les continents, nous pourrons dire d'une manière affirmative, sans avoir de doute, nous pouvons dire que l'évolution en force de la Chine est importante. Elle est en train de faire bouger des lignes. Et vous devez savoir que le méga projet chinois de la route de la soie est un projet qui se concrétise sur le terrain par la réalisation d'infrastructures très très importantes, portuaires, aéroportuaires, routières, maritimes. Et là, vous devez savoir que les Chinois investissent sur le long terme. Et c'est ce qui un peu inquiète beaucoup plus, si on doit comparer la relation américaine avec la Russie et la Chine. Les Américains sont beaucoup plus préoccupés par la Chine que par la Russie. Et la Russie, on lui a créé une guerre à ses frontières en Ukraine. C'est une guerre d'usure qui doit certainement affaiblir la Russie et doit un peu ralentir son développement et son extension. Maintenant, pour ce qui concerne la Chine, c'est une autre problématique. La Chine prend de l'ampleur. La Chine a un PIB qui se rapproche un peu de celui de l'Amérique en matière de défense. Les dépenses de défense chinoises se rapprochent de plus en plus des dépenses américaines, ce qui fait que c'est une puissance économique et militaire qui est en train de rivaliser l'Amérique, ce qu'on n'avait pas il y a de ça quelques décennies. Donc le monde est en train d'évoluer très vite et nous devons absolument être très très perspicaces pour un peu décoder et analyser ce qui se déroule actuellement, ce qui va se dérouler dans l'avenir immédiat. Maintenant, pour le Moyen-Orient, on ne peut pas être aussi affirmatif et catégorique pour avoir des avis tranchés sur les évolutions qui sont au Moyen-Orient fluctuantes. Vous devez savoir que les amis d'aujourd'hui peuvent être vos ennemis de demain. Donc, la situation est très mouvante au Moyen-Orient, très fluctuante, instable. Et là, on pourrait peut-être dire que les Américains n'ont pas encore dit leur dernier mot, et là, vous avez vu les déclarations des représentants américains à l'égard de MBS, Biden qui avait promis de faire de MBS un paria et de le sanctionner et d'engager des poursuites judiciaires à son encontre. Puis quelques mois après, Biden se retrouve en visite en Arabie Saoudite, pour vous dire que dans les relations internationales, tout est imprévisible et tout est instable. Oui. Voilà donc dans l'ensemble ce que nous pouvons dire, mais ce qui est important de dire, c'est que la Chine arrive en force, la Chine consolide sa position, la Chine est en train de faire bouger les positions au Moyen-Orient,
et l'Amérique est en train de suivre de très très près un peu les quelques petits revers qu'elle est en train de subir au Moyen-Orient. Bien sûr, les Américains ont une relation classique, ancienne, au Moyen-Orient, qui est fondée sur le binôme de la sécurité contre le pétrole. Et les Américains ne lâcheront jamais le pétrole, ni les routes du pétrole au Moyen-Orient, parce que celui qui contrôle le pétrole et celui qui contrôle les routes maritimes, Bab el-Mandeb, le canal de Suez et les océans, croyez-moi que il aura encore le contrôle et la domination du monde pour longtemps. Très bien. Monsieur Gamal Abina, je reviens vers ma question qui est celle-ci. Dans tout ça, quel rôle pour la Russie? Est-ce que ce n'est pas malsain, entre guillemets, que de comprendre que quelque part, la Russie ou la Chine essaye d'isoler la Russie? Oui, il tente d'isoler la Russie, ce qui n'est pas vraiment une grande réussite aujourd'hui, puisque 80% du monde, je parle monde en tant de quantité d'habitants, sont plutôt opposés à cette politique, puisqu'ils considèrent tous que c'est pas vraiment la Russie qui est à l'origine de l'agression, vu qu'il y a eu l'affaire de Maïdan en 2014. Mais surtout, j'ai envie de dire simplement, c'est que Riyad aujourd'hui accepte, parce que pour revenir à des réalités, d'abord accepte d'avoir des relations cordiales, sinon meilleures encore avec la Russie, et puis Riyad accepte de payer son pétrole plus en dollars. Il y a vraiment un échange. Il paye le pétrole, enfin, il vend le pétrole, excusez-moi, en yuan. Donc, ça signifie beaucoup de choses en termes de changement de paradigme. C'est-à-dire que la dédollarisation. Oui. On va revenir vers vous, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Qassimi, je disais, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la Russie, se sentant un petit peu mise à mal, va se contenter de téléspectateurs de ce rôle-là? Vous savez qu'il y a eu une stratégie occidentale qui a pour objectif de scinder en deux cette alliance sino-russe. Donc il n'est pas dans l'intérêt des Américains à ce que l'alliance sino-russe puisse un peu réussir, se consolider, se fortifier, particulièrement en Asie. Et là, croyez-moi qu'on vient de porter un coup très fort à la Russie avec la guerre d'Ukraine. D'abord, vous devez savoir que la guerre d'Ukraine est une guerre qui a été bien préparée, planifiée, organisée, pour un peu provoquer au flanc de la Russie une guerre d'usure qui pourrait un peu, comme celle de la guerre d'Afghanistan, provoquer, avec le temps bien sûr, provoquer l'effondrement de la Fédération de Russie. Mais là, c'est des schémas qui ne sont pas semblables et les scénarios aussi peuvent être différents, pour la simple raison que les Russes ont préparé suffisamment à l'avance et depuis des décennies un tel scénario avec les Chinois et qui se sont préparés avec le marché de Shanghai, avec quelques institutions qui ont été bancaires comme la Banque du Sud-Est asiatique. Et aussi, bien sûr, il y a eu des complémentarités sur le plan économique et commercial et industriel. Il y a de grands et très forts échanges entre la Chine et la Russie, ce qui permet aussi à la Russie, vous avez entendu les déclarations du président Poutine, que le pétrole ne sera pas vendu au prix plafonné par les Européens, il ne sera pas vendu aux Européens, mais il sera vendu ailleurs, c'est-à-dire il sera vendu principalement en Asie, il sera vendu à la Chine, à l'Inde, à la Turquie, à l'Iran, et à d'autres pays, bien sûr. Et là, croyez-moi que ce qu'on peut dire en ce qui concerne les évolutions actuelles, c'est que nous sommes, pour les stratèges, il y a beaucoup de divergences sur les concepts. Certains vous diront qu'il y a retour de la guerre froide, d'autres vous diront non, nous ne sommes pas dans la guerre froide. Mais tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est que le plus important, nous sommes dans une guerre très chaude. Qui provoque beaucoup de dégâts sur le plan économique et sur le plan mondial et qui peut affaiblir beaucoup d'États. Oui. C'est peut-être la recommandation la plus importante que nous pourrons dire à ce sujet, c'est que ce sera que les États forts qui pourront un peu soutenir les véritables conséquences collatérales de ce qui va arriver en 2023. Oui, alors Monsieur Qassimi, est-ce que vous pensez que les deux blocs chinois et monde arabe peuvent reprendre l'accord de libre-échange interrompu en 2017 pour de multiples raisons que tout le monde connaît? Vous savez que le monde est en train d'évoluer et le
monde arabe, et aussi, vous avez vu les recommandations de la réunion de la Ligue arabe qui s'est tenue à Alger. Il y a eu 21 recommandations, et le plus important, c'est dans ces recommandations, c'est d'essayer de constituer un bloc uni, d'essayer de revenir à une diplomatie de l'action collective devant préserver, protéger et renforcer les positions et les intérêts du monde arabe. Vous devez savoir que le monde est en train de se cartéliser, que les États n'existent plus individuellement, ce sont des blocs, ce sont des groupes, ce sont des organisations, et malheureusement, même quand on avance en rang serré, la force des crises, la force des conflits qui se déroulent actuellement un peu partout dans le monde rendent un peu les évolutions plus dures, plus insupportables, nécessitant peut-être au sommet de la gouvernance mondiale de nouvelles approches pour aller vers peut-être un monde moins unipolaire, plus multipolaire, où peut-être on pourrait peut-être faire face aux dangers de l'avenir immédiat qui nous attend au courant de l'année 2023. La récession s'est installée déjà en Europe dans beaucoup de pays, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et là, c'est un peu, si la situation perdure telle que nous sommes en train de la voir actuellement et telle que nous sommes en train de la constater avec beaucoup de regrets, croyez-moi qu'il sera très très difficile de redresser la situation et la stabilité des États dans un océan qui est en train d'emporter tout ce qui est utile, tout ce qui peut représenter une richesse pour cette humanité. Oui. Monsieur Gamal Abina, je reviens vers vous. Je voudrais qu'on poursuive l'idée qu'on a lancée tout à l'heure, à savoir aujourd'hui, quelle place pour la Russie? Est-ce que la Russie va rester les bras croisés, silencieuse, à voir ce rapprochement entre la Chine et le monde arabe, se sentant quelque part trahi? Ou pas? Non, pas du tout. Non, et pas du tout. Ils sont les Russes, enfin la Russie de Poutine est en très bon terme avec la Chine. On est très loin des années 70, en 72, où la Chine a rompu avec la Russie. La Russie a su et sait l'importance de la présence chinoise en termes économiques, et elle se sait importante en termes militaires. Alors c'est vrai que on peut penser que la région va beaucoup bouger. C'est vrai qu'il y a à la faveur des mouvements, on s'y attend, mais on s'attendait pas à voir l'Iran, par exemple, en bon terme avec la Russie. C'était quand même pas la tradition iranienne. Hein, on est très loin des années 80. On s'attendait pas au pragmatisme même des Turcs qui font partie de l'OTAN. Et surtout, on se rend bien compte que dans la région, le recul américain est observable. Le Liban, on voit bien que ça se passe pas bien avec les États-Unis depuis toujours. L'Iran, ça va de soi. Le Yémen, aujourd'hui, qui est en guerre avec l'Arabie qui change de position vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les plus grands alliés américains reculent. Et le gendarme de la région américain, qui était l'Iran, a basculé du côté des mollahs, donc d'une rupture totale, ce qui fait que aujourd'hui, la région bouge en faveur plutôt des Russes et des Chinois. Il y a des accords de coopération. Et c'est vrai que de dire que le monde se cartélise, c'était bien dit à l'instant, c'est effectivement un système où il y a de plus en plus de blocs qui se constituent, mais des blocs qui sont très antagonistes. Donc les États-Unis se voient en recul dans la région, ils le savent. Biden a été en visite en Arabie, ça a été un échec total, il le sait très bien, il était très mal vu. Les Chinois, lorsqu'ils viennent en Arabie, n'ont pas de problème, ils ne donnent pas de leçons à Ben Salman et vice-versa. L'Arabie ne dit pas à Ben Salman, aux Chinois plutôt, attention avec les Ouïghours, ça les intéresse pas. Ils sont pas sur ce débat-là. Ils sont sur des débats géopolitiques, sur des intérêts économiques et commerciaux. Sur les intérêts, et absolument. Et ce qui est important de souligner par rapport à ça, c'est que cette bascule dans le monde se fait effectivement depuis que la Russie est intervenue en Europe. Et aujourd'hui, ce changement réel de rapport de force entre les États est en train de traduire, parce que la crise vient d'être annoncée, effectivement, mais il faut pas se tromper. Oui. C'est une crise européenne. Ce sont les grands perdants de la guerre. La décroissance et même actuellement même l'effondrement économique qu'on observe en Europe, avec une inflation galopante, avec évidemment une perte de croissance, voire même quasiment une récession qui est annoncée l'année prochaine, c'est l'Europe qui est frappée. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Afrique, c'est pas le Moyen-Orient, et encore moins l'Asie, et même pas la Russie qui était frappée par les sanctions soi-disant au départ. Aujourd'hui, la Russie se porte très bien. La Chine a toujours une croissance qui frôle les 6%, et puis le Moyen-Orient aussi monte en croissance économique. Oui, très bien, Monsieur Gamal Abina. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Monsieur Qassimi. Je vous donnerai juste le dernier mot pour conclure et passer ensuite vers Gamal Abina. Mais alors, ça sera très court, s'il vous plaît. Bon, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que l'année 2023 sera une année très dure, douloureuse et peut-être infernale pour les populations, et particulièrement les populations les plus fragiles et les plus
démunis. Vous devez savoir que dans les économies libérales, l'État n'est plus régulateur. Donc, des pans entiers de la population ont été abandonnés au gain et au profit. Et là, croyez-moi qu'on risque d'avoir une montée spectaculaire de l'extrême droite dans beaucoup de pays, et nous l'avons constaté dans certains pays en Europe. Et là, je souhaiterais que la situation n'évolue pas dans le sens que nous voyons actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Qassemi. Je vous remercie pour cet éclairage. Désolée si je ne vous ai pas donné le dernier mot non plus, Monsieur Gamal Abina, parce que on a été quand même pris de court. Je rappelle que vous étiez avec nous, Monsieur Gamal Abina, depuis Paris, que vous êtes expert en questions internationales. Monsieur Qassemi également, vous êtes expert en géopolitique et questions sécuritaires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Au revoir. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Politique.